Oui, bon, je ne savais pas. Le président, enfin, d'après ce que le ministre d'État, non, le ministre directeur du cabinet m'avait dit, il a dit, Douala est une ville vraiment incompréhensible. Vous pouvez gagner une élection totalement, librement, sans fraude. Mais à Douala, vous aurez toujours des gens qui vont aller dire, qui vont aller contester, qui vont aller dire que vous avez fait commis des fraudes. Donc, essayez d'aller là-bas. Vous avez un bon discours et allez battre campagne là-bas. Et donc, c'est là-bas que je suis donc allé développer d'abord les mathématiques électorales pour expliquer que l'opposition telle qu'elle s'était présentée ne pouvait pas et n'avait aucune chance de gagner face au capital électoral du candidat Paul Biya. Donc, c'est une question de mathématiques électorales. Mais c'est la science politique qui le dit. C'est Pierre Bourdieu. Donc, c'est la théorie de Pierre Bourdieu. J'ai dit, face au capital politique du président Paul Biya, les autres apparaissent à côté de lui, permettez-moi l'expression, comme des grossistes politiques. Comme des détaillants politiques. Donc, vous l'avez dit d'ailleurs sur le plateau de voilà, donc il y a un grossiste politique qui est le président Paul Biya, qui a donc une base électorale tellement grande qui couvre les 360 communes. Et j'avais d'ailleurs décliné cela, et je me souviens que c'est des choses qui ont beaucoup plu au ministre d'État, Laurent Esso, ça a beaucoup plu au ministre Bella Lejeune. Enfin, tous les ministres qui étaient là étaient séduits par ce discours-là. Et d'ailleurs, la population a beaucoup aimé ce discours. Puisque nous étions à Douala, c'est un centre commercial, Douala, c'est un vaste centre commercial. Donc les commerçants qui étaient là étaient vraiment très... écoutaient mon discours et étaient pénétrés par mon discours. Et c'est véritablement ce qui se passe en politique. Il faut avoir son capital. Les gens crient sur le code électoral, etc. Je leur disais, non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas avoir 5 millions de capital. Et vous voulez vous comparer à quelqu'un qui a 100 millions de capital. D'accord, donc dans votre discours, il y avait la mathématique électorale. Vous avez battu campagne avec le ministre d'État pendant toute la campagne électorale. Oui, je partais où il était. J'étais de toutes les campagnes en tout cas. D'accord. Maintenant, après la proclamation. Et donc, je pense qu'après la proclamation. Est-ce que vous aviez quand même une idée que ça pouvait arriver? Bon, les bruits, les gens disaient non, Momo, tu as bien travaillé, le président serait ingrat de ne pas te nommer. Les gens. Bon, les gens, je veux dire, les journalistes, tout le monde quoi. Les gens disaient non. Même mes détracteurs reconnaissaient que j'avais véritablement travaillé et que je méritais. Sauf que vous n'étiez pas le seul. À côté, il y avait Bafolipo. Oui, on était nombreux, c'est le G20 en fait. C'est le G20. Célestin Bedjigui. Voilà. Quand vous vous mettiez sur la balance, vous croyez vraiment que c'est vous qui passeriez? Non, moi, je n'étais pas dans la balance. Vous n'étiez pas le favori? Non, je n'y pensais pas. Ouais. D'abord parce que j'avais contre moi tout le poids lourd de mes injures passées contre le président et contre le gouvernement. Donc, il était impensable que je puisse rêver d'être nommé par lui. D'accord. Donc, quand le DCC m'a appelé et m'a dit que le président vous remercie, j'ai dit, ah, Dieu, peut-être qu'il m'a pardonné. Parce que à ce stade-là, j'estimais que le pardon présidentiel était même déjà une bénédiction pour moi, une grâce, puisque je reconnaissais que j'avais péché. Et véritablement péché contre quelqu'un que je croyais que c'était un ennemi alors qu'il défendait la même cause que moi. Et mieux, il avait les outils de défendre le Cameroun. Moi, je pensais défendre le Cameroun alors que je le fragilisais, lui qui défendait effectivement le Cameroun. D'accord. Voilà. On sait qu'après la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, le président, on a attendu longtemps quand même, jusqu'au 4 janvier. Parlez-nous du 4, ce jour-là. Vous étiez où? Je vais vous parler du 4, mais avant, je voulais quand même signaler que je soupçonne, j'ai toujours soupçonné que le ministre d'État Laurent Esso est également pour quelque chose. Parce que lui, pas seul, lui, y compris lui, le gouverneur du littoral, le préfet du Fundi de l'époque, M. Maché, je suis certain que les autorités de la ville... Le DCC aussi? Oui, tout le monde. Véritablement, tous ces gens-là ont dû jouer un rôle. Parce que sinon... Je ne peux pas m'expliquer que j'arrive là où les gens ont souvent les parrains.
Voyez-vous, je ne connaissais pas le ministre d'État, Laurent Exo. On ne s'était vraiment jamais vu. Je savais qu'il a été notre ministre et tout, mais je veux dire, il était vraiment... Votre ministre, c'est vous en tant qu'avocat? Oui, quand j'étais avocat, le ministre de la Justice. Donc, on n'avait rien de... Et c'est là où il m'a connu. Si bien que pendant la campagne, quand j'étais en manque de gadgets, je suis venu le voir. J'ai dit, vraiment, il me faut un peu d'argent, il me faut des gadgets. Il m'a donné de l'argent. Le ministre d'État? Oui, le ministre d'État, Laurent Esso, il m'a donné de l'argent. Et puis les gadgets, les pagnes et tout ça, je suis allé en campagne. Parce que je prenais l'affaire comme une affaire personnelle. Ouais. C'était d'ailleurs une affaire personnelle. Donc, pour en revenir au 4. Ouais. Au 4, bon, il faut dire que 2 jours avant, je sortais du Congo. Vous étiez j'étais en RDC, observateur pour l'élection présidentielle du Congo. C'est vrai que c'est Fayulu qui a gagné? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, mais quand même... C'était une parenthèse, c'est bon, vous avez répondu. Passons, voilà. Revenons au 4 janvier. Et donc, là-bas, quelqu'un m'a appelé pour me demander d'envoyer mon CV. Ah, depuis la RDC? Oui, ouais. Que j'envoie mon CV. Bon, j'ai dit, ok, j'ai trouvé dans mon hôtel la connexion Internet. Une connexion Internet et j'ai envoyé mon CV. Je suis donc rentré, je crois, le 2 janvier, puisque j'ai passé Nouvel An là-bas. Je suis arrivé ici le 2 janvier. On m'a dit que, mais on vous attend depuis, on vous cherche depuis. Je dis, mais attends, mais j'étais au Congo. On me dit, le secrétaire général, M. Ngongo, de la présidence, veut me voir. Incroyable. Je dis, mais je viens d'arriver. On me dit, c'est maintenant qu'il faut monter. À Douala. Je suis à Douala, il faut monter sur Yaoundé. Je venais à peine d'arriver, je veux dire, je me restaurais un peu, je mangeais un peu chez moi, et puis on me dit, c'est tout de suite. Je dis, mais est-ce que ça ne peut pas attendre lundi là? On me dit, non, tout de suite. Mais voilà, je reprends la route, je suis à Yaoundé. Je vais donc à Yaoundé, je vois le ministre Ngongo qui me dit, il est ministre d'État aujourd'hui, il n'était pas à l'époque. Le ministre secrétaire général. Le ministre d'État, secrétaire général Ngongo me dit, le président va vous récompenser, je ne sais pas encore la nature de la récompense. Bon, j'ai dit merci, c'est gentil, je sors là-bas, je suis très... Je vais dire... Vous n'appelez pas tout le monde là? Non, puisque je ne sais pas, il ne sait pas la nature de la récompense. Moi non plus. Moi non plus. Mais quand même, je n'imagine pas qu'il va m'appeler dans son gouvernement. Je suis pas... Je n'imagine pas. Mais quand même, néanmoins, je me dis, oh, peut-être ça peut arriver. Qui sait? Et qui sait? On ne sait jamais. Parce que si quand même le ministre secrétaire général, le ministre d'État lui-même, il m'appelle pour dire que le président va vous récompenser pour votre travail, je dis, ça c'est quand même quelque chose de sérieux. Et donc, voilà comment je suis rentré très léger. J'étais invité. Non, je suis resté. Ah, vous êtes resté à Yaoundé? Oui, je suis resté. J'ai été invité à une émission d'une télévision, de Afrique Média. Ouais. Je suis allé. On m'a dit qu'on a nommé le Premier ministre. À 17h. À 17h. Quand on a nommé le Premier ministre, je me suis dit, si on nomme le Premier ministre, c'est sûr que le gouvernement va suivre. Donc, je ne voulais pas que ça me... J'étais déjà à Free Media pour préparer mon émission. Et quand on a nommé le Premier ministre, je suis parti. Parce que je ne voulais pas que ça me rattrape là. Au cas où j'étais... De peur que tout le monde le voit à l'antenne, comment vous sautez de joie. Donc, mais je pars... Et j'arrive donc au carrefour, comme Canal, avec Tinga là, Carrefour Tinga. C'est Tinga là. Évidemment, j'étais venu à pied, je n'étais pas venu avec ma voiture. Je cherchais donc un taxi pour entrer à mon hôtel. Il y avait plein de gens. Je cherchais, je proposais, parfois je proposais un dépôt ou un truc comme ça. Mais comme il y avait 2 personnes qui cherchaient le même taxi, on s'était associés pour prendre le taxi qui va à la même... Et j'ai entendu que la radio était en train de lire le gouvernement. Ministre de Tantan, ministre, et donc j'étais là. Dans le taxi? Non, je suis au bord de la route, je ne suis pas dans le taxi. Et c'est dans un bar là-bas en face. Vous envoyez l'oreille quand même... Je traverse carrément la route.
je suis très excité. Parce que c'est quand même le moment... Tant attendu. Oui, je suis très excité, je traverse la route, je veux arriver dans ce bar-là, mais je vois il y a plein de gens qui sont assis. Ils vont me reconnaître. Je me dis, ils vont me reconnaître. Si je passe, c'est toujours mauvais pour moi. Si j'échoue, c'est mauvais. Ah oui, ils vont se moquer de vous. Ouais, ils vont se moquer de moi. Alors je m'arrête et je me retourne vers la route en envoyant mes oreilles au bar. Derrière. Ok, d'accord. Donc c'est comme ça que moi, mine de rien, comme quelqu'un qui est au bord de la route, qui flâne au bord de la route, j'ai mes oreilles bien pointues là, à la radio, et j'entends donc mon nom, Momo Jean de Dieu. Vous avez réagi comment? Ministre des... Je suis parti en courant. J'ai juste eu le temps de traverser la route, et le gars qui était là-bas avait déjà trouvé un taxi. Et il ne sait pas que le ministre est... Non, il ne sait pas que le ministre est revenu. Personne ne sait. Ah, d'accord. Je rentre dans le taxi et je propose au taxi que c'est une course. Je paye pour tout le monde. Ouais, je paye pour tout le monde. Je suis très pressé. Vous me laissez à mon hôtel là-bas à Mendon. Je suis très pressé. Bon, et puis les coups de fil commencent à pleuvoir. Félicitations, félicitations. Et bon. les gens dans le taxi ne... Dans le taxi, on commence à me regarder bizarre. Je leur dis que non, il y a ma fille qui a accouché. Donc... Mais il écoute pas la radio. De fait, ma fille avait effectivement accouché quelques jours avant. Ah, quelques jours avant. Et donc, du coup, j'ai noyé ça dans l'histoire qu'il y a ma fille qui a accouché. On est allé donc me laisser à mon hôtel. Et à mon hôtel, tout le monde était au courant. Vous n'avez pas sauté de joie, monsieur le ministre? Ah, mais il n'y avait pas moyen de sauter de joie dans le taxi. Même dans la chambre seule Ah, disons que j'étais trop content pour sauter. Ah, vous avez comprimé votre joie. Non, et puis il y avait tellement de coups de fil, il y avait tellement de coups de fil. Et ma femme, les enfants, tout le monde, les amis, donc il n'y avait pas vraiment le temps. Les membres du G20, certains vous ont Les membres du G20 également. Vous savez, l'histoire avec le G20, c'est que nous sommes 20. Mais il y avait évidemment de la concurrence entre nous. Ça se voyait d'ailleurs. Il y avait beaucoup de concurrence, on se disait qui sera nommé, etc. Peut-être qu'on va nommer quelqu'un parmi vous. Mais j'avais au moins 15 personnes qui venaient me dire que nous préférons que ce soit toi qui sois nommé. Parce que si tu es nommé, nous aurons la chance de toujours venir te saluer. Et pour faire le Congo ça, comme on dit, certains disaient qu'il y a des gens parmi nous que si on les nomme, ils vont fermer leur bureau et plus personne ne le verra. Les voir. Voilà, et donc, mais toi, on sait que tu vas toujours nous ouvrir les portes. De fait, effectivement, ils viennent souvent me saluer. Qu'est-ce qui change, monsieur le ministre? Partir de quelqu'un qui, à Yaoundé, dormait à l'hôtel, qui prenait des taxis, peut-être parce qu'il ne voulait pas rouler en voiture. Et aujourd'hui, vous êtes ministre, on vous appelle Excellence, vous avez un garde du corps, vous roulez dans une 4x4. Qu'est-ce qui change quand on passe de homme politique, avocat à ministre? D'abord, ce que le grand public ignore, c'est que moi je roulais déjà en 4x4. Ça, moi je le sais. Voilà, oui. Le grand public ne sait pas. Les gens, mais c'est très bien comme ça. Qu'ils me voient comme quelqu'un qui allait en taxi. Voilà, il y avait même des photos de vous sur Facebook. Ouais. Parce qu'à partir de ce moment, j'étais traqué. Tous les paparazzis me traquaient. Si je m'arrête pour prendre un taxi, on fait le film. Si je m'arrête pour manger mon soya, on fait le film. Moi, j'aime bien manger le soya. Je suis un carnivore. Donc, vraiment, bon, il est vrai que maintenant, c'est plus compliqué. Je ne peux plus me permettre. L'histoire, c'est que quand vous êtes ministre, vous êtes investi de la puissance publique. Et donc, mes moments de récréation, c'est dans l'anonymat de Facebook, des réseaux sociaux. Mais sinon, dans la vie active, ça change parce que je ne peux plus avoir le temps d'aller manger mes soya à la briqueterie. Ça vous manque un peu? Oui, bien sûr. Ça ne manquerait pas à qui d'aller s'installer un peu à la briqueterie et de manger des soya, des brochettes. Donc oui, à la briqueterie, ils sont mes amis. J'ai même mes restaurants, on appelle ça restaurant sénégalais, où j'allais manger le couscous sauce gombo, tout ça. Donc oui, ça c'est des choses qui me manquent parce que je n'ai plus la même ambiance. En même temps, je ne peux plus aller. Mais seulement, j'ai la chance quand même que malgré
les injures de certaines personnes et contre même les apparences, plus de personnes même que celles qui me détestent. Parce que chaque fois que je suis arrivé à l'Ouest, où on disait que moi je ne peux pas mettre mes pieds là-bas parce que j'aurais trahi l'Iba Milike, j'aurais trahi ma race, j'aurais trahi le frère en ne le soutenant pas à l'élection, j'aurais, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on a dites contre moi. Chaque fois que je suis arrivé là-bas, à Bafoussam, à Banjoun, à Tchan, à Baganté, j'ai toujours été applaudi, véritablement applaudi. Et j'ai même pris une photo chez un de mes détracteurs, un de mes camarades de classe qui me vilipendait. J'ai pris la photo devant la concession de son père, alors que toutes ses mamans étaient sorties de la maison pour m'embrasser, me saluer et dire bénédiction à notre ministre. Donc oui, il y a ça qui change. Mais je résiste pour rester avec le peuple. Je veux dire, je n'écarte pas, je ne m'éloigne pas. Parce que il faut être à côté de ceux qu'on prétend servir. C'est là-bas qu'on apprend comment ils vous expriment, avec leur colère, avec vraiment leur manque de, on va dire, de diplomatie. Ils vous expriment ce qu'ils ressentent. Donc, et vous cherchez vraiment les solutions. Le ministre Momo est resté lui-même. Oui, ça, Dieu merci, je n'ai pas encore la grosse tête. La grosse tête, d'accord. Ça veut dire que le ministre Momo peut également nous permettre d'accéder à certaines informations qui étaient souvent cachées. Pourquoi pas, tant que ce n'est pas des secrets d'État. Oui. Donc on peut y accéder. Oui. Les ministres, ils sont payés par mois, le salaire passe chaque mois? Oui. Ah, je suis devenu fonctionnaire. Moi, je n'étais pas fonctionnaire, j'attendais pas la fin du mois. Mais maintenant, vous attendez? Maintenant, je suis obligé d'attendre le 25, mon frère. Alors que moi, quand je sortais, j'avais de l'argent à tout moment. Quand j'étais avocat, je sortais, il y a tel client. Quand j'étais fauché, je savais où je vais actionner. Puisque un avocat, il reste toujours... Ah bon, dans ma classe, il y a toujours des dossiers où on n'a pas tout perçu. Et donc, le moment venu, quand je suis un peu fauché, tu cliques là. Ah, attendons, vous me devez encore 500 000 là. En dehors du salaire, je pense que le salaire du ministre délégué, c'est 750 000. Non, c'est 900 000. 900 000. 900, c'est presque 1 million en fait. C'est 900 000 et des poussières. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a, on parle souvent de caisse noire? Non, on n'a pas de caisse noire. Il n'y a pas de caisse noire. Il n'y a pas de caisse noire. Pour vous, pour tous les ministres? Pour moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de caisse noire. Peut-être pour des ministères de souveraineté, pour les chefs. Chef de département. Oui. Il peut y avoir, ce n'est pas une caisse noire, c'est une caisse pour des urgences. Il peut y arriver. Chaque ministre a sa caisse? Oui, il peut y arriver. Vous avez une caisse alors? Non, on n'a pas une caisse. On a de l'argent pour l'entretien. Par exemple, mon pneu a éclaté. On est en train d'arranger ma route là. Il y a mon pneu qui a éclaté. On a pris un caillou. Ça a déchiré. C'est de l'argent qui va sortir de cette caisse-là pour payer. Donc les ministres, on a cette caisse-là qu'on a prévue pour les imprévus justement, qui peuvent servir à cela. Mais si vous voulez tout savoir, il y a également une caisse de souveraineté. La caisse de souveraineté, c'est des choses que les ministres ont tous les 3 mois. C'est tous les 3 mois parce qu'on se dit... C'est pour le chef de département, bien tous les ministres ont cette caisse-là? Non, tous les ministres ont une caisse de souveraineté. Vous pensez qu'un ministre ne pourrait pas vivre avec 900 000 francs? 30 millions Non, ça n'atteint pas, ça n'atteint pas, c'est tout au plus 10 millions. 10 millions chaque 3 mois? Ouais. Ouais, mais c'est pas grand-chose, non? Mais c'est bien. Pourquoi vous voulez qu'on gaspille l'argent de l'État? C'est bien, 10 millions par tous les 3 mois, c'est bien, je trouve. C'est contrôlé aussi, la caisse en question, elle est contrôlée? Non, c'est pour ça que son nom, c'est caisse de souveraineté. Parce qu'avec ça, vous pouvez aider les nécessiteux qui arrivent. Vous pouvez résoudre des problèmes ponctuels. Vous pouvez faire des voyages. Quand vous faites des voyages, vous faites ce que vous appelez aujourd'hui le farotage, là. Vous pensez que la caisse du ministre, le salaire du ministre ne pourra pas suffire. Donc, c'est souveraineté. Pourquoi? Parce que il faut que vous vous habillez de la peau du ministre. D'accord. Il faut que vous vous présentiez au regard du public comme... Donc, vous avez l'image d'un ministre. Oui, que vous ayez l'image quand même du ministre. D'accord. Il ne faut pas avoir comme l'image d'un clochard, voyez-vous. Oui, il faut quand même mettre... Vous représentez la République. Dire que c'est petit. Moi, qui ai manipulé beaucoup d'argent dans le temps, je sais que très peu d'argent me suffisent pour faire ce que j'ai à faire. D'accord. Et donc, 10 millions, je trouve que tous les 3 mois,
c'est pas mal, il faut simplement bien gérer. On parlera de l'action du gouvernement juste derrière, mais d'abord, vous êtes le plus proche collaborateur du ministre d'État. Je ne sais pas quelle image vous aviez de lui avant l'entrée au gouvernement. L'image que le public a de lui, c'est l'image d'un homme d'État fidèle au chef de l'État camerounais Paul Biya, qui respecte la loi, qui est direct, qui est effacé, qui est humble. Vous qui êtes auprès de lui, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir? Quelle image avez-vous du ministre d'État? C'est cette image-là. Il est complètement fidèle au chef de l'État. Et il y a quelque chose qui m'a marqué chez lui. Alors que moi, je le trouvais que c'est lui, il est Dieu, quoi. Enfin, qu'il est tellement supérieur et tout ça. Lui, il estime qu'il n'est rien à côté de chef de l'État. Il dit que qui, moi, là, je suis qui? Non, 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 non. Parce que quand je lui dis, ben écoute, si vous rencontrez, est-ce qu'on ne peut pas dire ça, ça? Bon, voilà. Donc, enfin, bon, bref, c'est quelqu'un de tellement modeste que on est un peu surpris. On est un peu surpris que quelqu'un qui a une expérience aussi riche et qui, normalement, pourrait avoir la grosse tête, mais il ne l'a pas. Tous ses collaborateurs vous diront ce que je vous dis là. J'ai rencontré des gens qui sont avec lui depuis très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que moi. C'est quelqu'un qui vit terre à terre. On lui reproche de ne pas parler, mais c'est sa nature, il parle pas, il n'est pas volubile comme moi. Moi, je parle beaucoup. Mais lui, bon, c'est bien, maintenant, je parle pour deux. Et donc, lui, ça lui permet de se reposer, comme il m'a dit, toi, tu travailles, moi, je... Bon, ben, bref, c'est quelqu'un de vraiment bien. C'est un papa, c'est un patron. Il n'aime pas que je l'appelle patron, mais je lui dis, attends, moi, je viens de la société civile, je n'ai pas de patron. Alors, quelqu'un qui me montre le travail, comme vous me le faites, est mon patron. Vous apprenez auprès de lui? Ah oui, j'apprends. Oui, j'apprends. Qui vous a dit que je sais tout? On apprend. Je suis là précisément pour ça, pour apprendre. Parce que ministre délégué, j'ai la chance d'être juriste, d'être avocat. Donc je règle les questions. Ces questions ne me sont pas étrangères complètement. Donc les dossiers qui viennent. En fait, j'ai même le sentiment que, vous savez, les dossiers de la République viennent. Mais ça ne peut pas me dépasser. Parce que j'ai fait tous ces dossiers-là. D'accord. Je me retrouve à l'aise. Mais quand même, quand il écrit sur un dossier, me voir, Mindel, ça veut dire qu'il ne partage pas ma position. Vous devez en parler. Oui, donc il faut qu'on en parle. Et parfois, moi j'ai dit, le type, qu'est-ce qu'il a vu dans ce dossier? Je commence à réfléchir, j'ai réfléchi. Parfois, je découvre l'erreur. Ouais. Pourquoi je n'ai pas pris la même position que... Et donc, je corrige, je peux corriger. Mais si après avoir bien fouillé, je vois que je maintiens ma position, je parle voix. On va discuter, on va parler, monsieur. Et souvent, il me dit, voilà, c'est comme ça, et il me donne la position. D'accord. Et je trouve que mon père était un artisan tailleur. Il avait des apprentis, des gens qui venaient apprendre à ses côtés. Et ils appelaient mon papa le patron. Donc, lui, c'est mon patron. D'accord. Un an au gouvernement, au-delà de l'action du gouvernement, comment vous jugez d'abord l'action du gouvernement depuis que vous êtes là? Les gens qui sont là où j'étais, j'appelle ça le Zombieland, parce que vraiment on est comme les zombies. Zombieland? Zombieland, parce que vraiment c'est la République des zombies là-bas. Les opposants? Oui, on croit, c'est-à-dire que on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que j'ai remarqué que j'insiste que l'information doit être partagée. Parce que si le public connaissait la moitié des réalisations du chef de l'État, nous aurons moins de problèmes, on aura moins d'opposition. Mais je suis également surpris que des gens qui ont été au sommet de l'État, comme certains opposants, puissent réagir comme ils réagissent aujourd'hui. Véritablement, j'ai trouvé un gouvernement concentré sur le travail. Des personnes, des femmes et des hommes compétents dans le travail, autour d'un Premier ministre. Nous avons une réunion, n'est-ce pas, avec le ministre, une réunion ministérielle tous les mois. Le Premier ministre, vous voulez dire? Oui, le Premier ministre, je dis. Le Premier ministre, tous les mois. Et à chaque mois, il y a tel ministre qui va faire un exposé sur son département, sur ce qu'il est en train de faire et sur ce qu'il va faire, sur ses projections. Et nous, on met ça en débat. Donc, on connaît à peu près tout ce que les autres font.
Le ministre du Transport va venir, il va expliquer comment il va gérer les transports, où il en est, etc., les difficultés et tout. Et nous, on va faire des suggestions. Et à la fin, le ministre je veux dire, des Finances va faire pareil, le MINEPA, tous les ministres là, ils passent. Transport, je veux dire. Donc, justice. Et tout autour de la table, chacun intervient et critique, propose. Et à la fin, le Premier ministre, chef de gouvernement, il donne des orientations. Il a dit, avec tout ce qu'on a fait, puisqu'il y a toujours le secrétaire général Séraphin qui est là, Fouda, qui est en train de noter avec le secrétaire général adjoint, avec le directeur du cabinet, ils sont toujours là pour prendre les notes. Et donc à la fin, on sommarise, ça c'est une expression que je on fait la synthèse. Oui, que ça amuse beaucoup le Premier ministre du gouvernement parce que c'est une expression anglaise. Et donc on fait la synthèse de tout ça. Et le Premier ministre donne des orientations. Et après, on revient. Vous savez que si on vous a confié une tâche, on reviendra beaucoup plus tard, on vous a donné un délai. On reviendra à passer ce délai, on va vous demander de venir faire le point. D'accord. Et on repart. Vous avez l'impression que votre voix est entendue au sein du gouvernement? Vous êtes un figurant? Ah non, moi, Momo n'est pas un figurant. Franchement, je ne sais pas, moi je ne sais pas figurer. Au début, oui, quand j'étais là, au tout début, moi je me taisais, je les écoutais, mais moi je suis impossible à... c'est pas possible. Donc pendant que vous prenez souvent la parole. Non, c'est pas possible que je puisse me taire. Et je crois que ça s'est me remarqué. Moi je n'arrive pas, je ne peux pas. Vous savez, j'ai l'avantage sur les autres membres du gouvernement parce que je suis un chef de parti politique. Donc, je profite souvent de ma casquette de chef de parti politique pour dire certaines choses que normalement on ne devrait pas. Parce que normalement, moi étant dans le même bateau et donc dans le même conseil ministériel que mon patron, que le ministre d'État, je devrais en principe laisser que c'est lui qui parle. Donc, mais moi, quand j'ai à dire, je monte la main et le Premier ministre me donne la parole et moi je dis ce que j'ai à dire. Quel est le regard des autres ministres? Ils ne vous prennent pas pour un bleu? Chez nous, il y a une expression. Il y a une expression. Oui, bleu, oui, je comprends bien. Un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce qu'il fait là? Maître Momo, il n'a pas sa place ici. Est-ce que vous le ressentez dans le regard des autres? Non, non, pas du tout. Il y a du respect. Il y a du respect. Et puis le respect, ça se gagne. Moi, j'ai gagné mon respect. D'accord. Je peux dire qu'au début, peut-être qu'ils se disaient que celui-ci vient d'où là. Mais au fur et à mesure qu'ils sont avec moi, je suis facile à vivre, vous savez. D'accord. Je suis quelqu'un. Vous êtes fait des amis au gouvernement quand même? Oh, ils sont pleins. Moi, je n'ai que des amis là-bas. Ah bon? Ah, j'ai trop. C'est une famille. Le gouvernement, c'est une famille. Moi, je considère tous les membres du gouvernement comme étant de ma famille. Vraiment, c'est une famille. Et on s'entend très bien. Et puis, l'expression, n'est-ce pas, que le chef d'État encourage ça, n'est-ce pas, qu'il y ait une solidarité gouvernementale. D'accord. Donc quand j'ai un problème, regardez, dernièrement j'ai offert des dons dans la Menoie aux personnes déplacées et aux femmes rurales, à l'occasion de la fête de la femme rurale. Vous pensez que moi j'ai trouvé tous ces dons où les intrants agricoles, les pesticides, les machins. Mais j'ai demandé à mon collègue, le ministre de l'Agriculture, j'ai dit, collègue, vraiment, mon frère, je sais que tu as des choses là-bas, il faut m'en donner un peu pour que je donne là-bas au village où les gens me réclament. Il y a cette solidarité. Je lui ai dit, quand je vais voir le ministre Cortés ou le ministre Ganoujou-Messi, je lui ai dit, écoute, vraiment, dans tes projets de route là, essaie de m'insérer quelques pistes, quelques machins. Quand je vais voir le ministre, n'est-ce pas, de la planification, je lui dis, voilà les routes agricoles. Donc, il y a une solidarité en matière foncière. Quand je vois mon grand frère, le ministre Haïti, je lui dis, écoute, voilà. Donc, il y a cette solidarité qui existe et qui n'est pas un vain mot. Moi, le ministre là, des Sports, le ministre secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général, je leur ai dit, quand je suis arrivé, j'ai constaté que la ville de Tchang, qui est une ville estudiantine, qui a 30 000 étudiants, n'abritait pas la Cannes 2021. Je leur ai dit que j'étais un peu surpris, alors que nous avons le centre climatique de Tchang, qui est le premier hôtel de l'Afrique centrale et qui a aujourd'hui abandonné.
Et que pour partir de Douala à Bafoussam, on passe par Tchan pour aller à Bafoussam ou pour aller à Bouddha. Comment on peut sauter la ville de Tchan? Donc immédiatement, tout le monde a trouvé que c'était vrai, que ce que je disais était juste et pertinent. Le ministre d'État, secrétaire général, a immédiatement admis le principe. Le ministre des Sports a tout de suite accepté et il a même fait un déplacement à Tchan pour vérifier, pour voir la faisabilité de l'affaire. Et les hôtels sont recensés. On est en train de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, faire en sorte que Tchan puisse abriter au moins les entraînements. D'accord. On est en train de voir, parce que j'ai demandé le budget qu'ils m'ont donné, c'était trop élevé pour le stade de Sénagès. On est en train d'étudier la possibilité d'utiliser le complexe universitaire qui existe avec un grand stade de l'université de Tchan qui existe. Donc, c'est la solidarité gouvernementale. Moi, c'est des choses que j'aurais jamais fait tant que j'étais dans l'opposition. Maintenant, j'ai la possibilité d'impacter directement dans la vie, n'est-ce pas, de mes concitoyens en disant à des collègues ministres, pardon, fais-moi ceci, fais cela, voilà. C'est pareil hein, pour Yokadouma, pour les... Donc, des gens qui viennent me voir, que ce soit pour les députés qui viennent pour me dire, interviens auprès de tel collègue pour telle chose. C'est ça qu'on appelle les recommandations. Moi, je fais ça. D'accord. Monsieur le ministre, on reste dans l'action du gouvernement. Vous pensez quand même à l'après-gouvernement? Certains vous prédisaient 1 mois, 2 mois. Oui. Il y a l'élection, le double scrutin qui est prévu le 9 février. Normalement, si on respecte les traditions politiques et électorales, le président Biya devrait logiquement remanier après l'élection, le double scrutin. Vous y pensez? Ça vous donne un peu... vous ne craignez rien? Je dois dire qu'avant, j'étais insouciant. L'opposition, c'est de l'insouciance totale. Oui. C'est de la jartance. D'ailleurs, c'est ce que je décris dans mon livre de la démocratie récréative. C'est la récréation. Ici, on est dans l'action. Et là où le poste que j'occupe, avec le salaire dont on vient de parler, je suis tout à fait satisfait. Si je gagnais 100 millions, je ne changerais pas mon salaire de 100 millions pour le poste que j'ai. Parce qu'avec mes 100 millions, je construirais peut-être les gratte-ciel, etc. Encore que j'aime pas trop les gratte-ciel, je ne suis pas venu sur la terre pour construire les gratte-ciel. Ici, j'impacte directement dans la vie des gens. Je peux obtenir, j'ai obtenu des emplois pour des jeunes. Hein, je peux le dire ici. J'ai obtenu des emplois pour au moins 20 personnes. Donc vous agissez dans la vie des autres. J'influence directement. Ça veut dire qu'il y a le cœur bat la chamade au fur et à mesure qu'on se rapproche du février. Oui, je le confesse, que je n'aimerais pas sortir du gouvernement. Ah bon? Ah non, je n'aimerais pas. J'y suis pour travailler. Bon, maintenant... La décision revient au chef. La décision revient au chef. Au chef de l'État. Oui, au chef de l'État. Oui. Donc la décision revient au chef de l'État. C'est lui le grand patron, c'est lui notre patron. Mais vous voulez rester, si vous restez, vous préférez rester au même poste ou bien vous voulez... Mon frère, je suis là, je suis bien là où je suis. Qu'est-ce que vous voulez aller me chercher les noises ailleurs? Je suis très bien là où je suis. Pourquoi vous voulez m'envoyer dans les histoires? Et d'abord, ici, là, je suis tranquille. J'ai un patron qui me montre le travail et qui assume toute la responsabilité. Donc moi, je n'assume pas toute la responsabilité, mais j'impacte sur la vie des gens. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, le service de l'autre. Laver les pieds des apôtres, Jésus-Christ l'a fait. Je lave les pieds des apôtres, des concitoyens. J'aide mes concitoyens. Donc en réalité, quand je dis que j'aimerais pas sortir, c'est parce que j'aimerais être toujours performant. Parce que le chef de l'État, contrairement à ce que nous pensions, ait choisi des gens pour des missions précises. S'il estime que j'ai joué ma partition, il me met de côté et il va mettre quelqu'un d'autre qui va continuer. Vous voyez-vous? Je vois. Donc, c'est sans état d'âme. Il n'y a pas d'amis là-bas. Lui, c'est un arbitre froid. D'accord. Qui choisit en fonction des intérêts de la République du Cameroun. Est-ce que je peux apporter quelque chose à la République du Cameroun? Est-ce que je peux apporter quelque chose à l'implémentation de son programme politique? Et me met. Est-ce que j'ai déjà tout donné
je suis lessivé, il me remplace par quelqu'un qui peut donner. Mais j'espère que je ne suis pas complètement lessivé. Vous n'êtes pas encore lessivé, vous voulez encore rester. D'ailleurs, j'ai encore de la hargne. J'ai encore à donner. Et dans tout ça, que devient le PADEC? Vous êtes certes candidat à l'élection à venir. Quand on vous entend, on sait que dans les écoles de sciences politiques, on nous renseigne que quand on crée un parti politique, c'est qu'on souhaite avoir le pouvoir, conquérir le pouvoir. Tout à fait. Mais quand, ou le maintenir. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, si on l'a, on le maintient. Quand on est maître Jean de Dieu Momo, président du PADEC, quand je vous écoute parler, tout à l'heure vous parliez du pardon présidentiel, vous voulez rester au gouvernement, on a l'impression que vous déifiez le président Biya. Est-ce que vous voulez encore le remplacer? Est-ce que vous êtes dans une poursuite de le remplacer peut-être? Pour vous dire la vérité, moi, modestement, je vous le dis et je vous le confesse honnêtement, je suis incapable de remplacer un monument comme le président Paul Biya. Alors vous n'y pensez pas pour le moment? Non. Comment y penser? Moi, j'aimerais plutôt que Dieu lui donne une longue vie. Moi, j'aimerais que Dieu lui donne... Moi, vraiment, c'est dans le Zombieland qu'on rêve que être quelqu'un comme le président Paul Biya. Je ne fais pas ce que les jeunes appellent atalakou ou bien quoi là. C'est-à-dire que je ne flatte pas. Je ne suis pas là pour flatter. Être quelqu'un comme président Paul Biya, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est là. J'ai expérimenté dans ma chair la piqûre acerbe des injures, la piqûre acerbe de la traîtrise. J'ai expérimenté dans ma chair ce que lui, il vit au quotidien depuis trop longtemps. Et donc ce n'est pas une tâche aisée, monsieur, que d'être là et d'être l'arbitre impartial. J'en connais que s'ils avaient été là, ils m'auraient même déjà tué. J'ai dit moi. Moi je l'ai insulté même en chanson. J'ai insulté tout son régime, j'ai critiqué tout. Mais moi il a fait de moi le ministre. Parce qu'il estime que je peux apporter quelque chose. Il n'a pas pensé à tout ce que j'ai raconté sur lui dans le passé. Il n'a pas pensé à tout le dénigrement dont je m'étais fait le champion. Les gens m'aimaient beaucoup dans l'opposition. Pourquoi? Parce que j'étais le champion du dénigrement, du dénigrement présidentiel et de l'action présidentielle et de l'action gouvernementale. Donc, ils sont furieux. Et pourquoi ils m'appellent lâche ou bien comment ils m'appellent encore traître? Parce qu'ils disent que j'étais avec eux et je les ai abandonnés pour aller retrouver. Non, j'ai retrouvé quelqu'un qui est un patriote et qui tient le pays. Donc, ils ne nomment pas pour vous faire plaisir. Ils nomment d'une manière froide, parce que vous pouvez apporter quelque chose à l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie de vos concitoyens. Des Camerounais. Des Camerounais. D'accord. C'est ça. Donc, je tremble. C'est ça que vous voulez. Qu'est-ce que ça fait de remplacer le professeur Maurice Kamto? Pour vous, est-ce que cela c'est un signe remplacer où? Au gouvernement? Pas remplacer numériquement, mais à l'instant, parce qu'il y a quand même eu quelqu'un avant vous, mais vous occupez le poste que le professeur Maurice Kamto a occupé. Je ne sais pas pourquoi on veut faire de lui un extraterrestre, alors qu'il a démontré qu'il était sur le plan politique un véritable analphabète. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous dites que le professeur Maurice Kamto... Sur le plan politique, il est vraiment à la cile. Il est analphabète politique. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. C'est le professeur de droit public que j'admire beaucoup. Que j'admirais ou que j'admirais beaucoup. D'accord. Non, j'admire même beaucoup le professeur. Vous admirez l'enseignant? Oui, l'enseignant. Mais l'homme politique est à la cile. Eh oui. L'enseignant, j'ai son livre. De l'urgence de la pensée, je l'avais acheté pour voir qu'est-ce qu'il critiquait, etc. Mais son livre que les gens ne connaissent pas, c'est son livre de droit processuel. C'est le droit de procédure administrative, qui est mon livre de chevet, qui est le livre de chevet de beaucoup d'avocats. Les procédures administratives, les plaintes,
les recours gracieux, comment accéder à la justice, c'est un livre excellent qu'il a écrit. Et donc, de ce point de vue, la jeune avocat, tous les avocats ont ce dossier de procédure. Comment accéder à la justice? Parce que moi, je suis privatiste. Je suis juriste privatiste. Vous savez, les gens confondent tout. On peut être avocat privatiste, comme on peut être avocat publiciste. Moi, je suis privatiste, Maurice Kamto est publiciste. Vous comprenez? Je comprends. Et donc, c'est comme à l'hôpital. Vous avez le gynécologue, vous avez le dentiste, vous avez le chirurgien. Donc, c'est comme ça. Il y a plusieurs branches dans l'avocature. Donc, lui, ce n'est pas le même registre que moi. De la même manière qu'il est excellent en droit processuel, en droit administratif, en droit public, on va dire en général, il est un analphabète en droit pénal. Et en sciences politiques, je pense qu'il est effectivement un analphabète. C'est ce que j'ai bien dit. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait des rapprochements? Non, il n'y a pas vraiment, c'est un rapprochement que c'est le grand public qui fait. Le grand public qui ne sait pas. Donc sur le plan politique, le professeur Momo est... Moi j'ai vu des avocats qui... à l'université. Ah non, sur le plan politique, moi je le bats. Vous êtes à l'université, lui à la file. Ah ouais, sur le plan politique, je suis beaucoup plus avancé que lui. Parce que je le vois venir et il commet les mêmes erreurs que j'ai déjà commises hier. Je le vois. Il commet les mêmes erreurs. Moi, je rigole. Même pendant la campagne, c'était mon adversaire. Donc, sur ce plan-là, je dois dire que je ne dénigre pas l'homme. L'homme l'homme, l'enseignant, ouais, est un brillant. Mais de là à être le pape du droit, comme les gens en disent, moi, je rigole. Il est le pape du droit peut-être dans le droit administratif, dans le droit public, dans le droit des procédures publiques. Mais moi, je suis dans le droit pénal et je suis le pape du droit pénal. On va entrer... Et dans le droit des sciences politiques, je ne suis peut-être pas le pape, mais je ne suis pas un manchot. Je peux me battre. On va entrer dans l'actualité, mais avant, une question. L'image, c'est Briaco, notre réalisateur, l'un des meilleurs que nous avons, nous a envoyé l'image avec le chef de l'État cambodgien, Paul Biya. C'était les vœux, je crois. C'était votre premier contact public avec le président Biya. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, le premier, non, ça c'est le deuxième contact. C'était pendant les vœux. Oui. Là, pendant les vœux, c'est le deuxième contact. Le premier contact, le conseil de cabinet. Non, ça c'est le troisième, je pense. Hein. C'est le troisième contact. Le tout premier contact, c'est au Palais de l'Unité, le soir où nous étions allés féliciter le président, je crois. Quand la soirée d'investiture. La soirée d'investiture. Le dîner qui a été offert pour la circonstance. Exactement, c'est ce jour-là. Il est venu vers vous? Il est venu vers moi. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne peux pas dire ce que le président de la République m'a dit. En tout cas, j'étais trop heureux pour répéter ce qu'il a dit. J'étais trop heureux de l'avoir et de l'écouter, oui. Et puis, mais vous oubliez, l'histoire ne retient pas aussi ce que Mme Chantal Biya m'a dit. Il m'a vu, il m'a salué. Mme Chantal Biya vous a salué? Oui, ce même jour. Juste après le chef de l'État. Il y a eu un petit temps de flottement qu'elle salue les gens. Et puis elle m'a reconnu. Enfin bon, bref. Cela appartient à mon petit jardin secret. Très secret. Ah ouais. Très secret. Je ne peux pas dire. D'accord. Je pense qu'on a longuement parlé du gouvernement, de ce qui s'est passé au gouvernement. On va parler de l'actualité maintenant, si cela vous convient. Je suis votre homme. La dernière en date, c'est le Code général, la loi, donc Code général des collectivités territoriales décentralisées. Il y a eu une polémique autour. Je voulais qu'on balaye d'abord la polémique et puis on verra ce qu'elle apporte concrètement. C'est la résultante du grand dialogue national qui a été l'un des grands moments de cette année. Il y a le statut spécial pour la partie anglophone du Cameroun et puis il y a la décentralisation. Mais l'article 246 a fait l'objet d'énormes polémiques. Le maire des villes est autochtone de la région. Est-ce que pour vous, il y a un problème à ce niveau? Il n'y a pas de problème. Et je ne comprends même pas pourquoi les gens en ont fait un problème. Les gens ont dit, voilà, Momo vous a prévenu qu'on va vous visser. Vous ne l'avez pas suivi. Maintenant, voilà, on vous a vissé. Moi, je dis, mais personne n'a vissé personne. Avant, le délégué du gouvernement était qui? Le délégué du gouvernement était pris toujours parmi les autochtones.
que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, que ce soit à Bafoussam, c'est toujours les autochtones. Aujourd'hui, la loi a même plutôt élargi l'assiette. Et il a dit, ce ne sera plus un autochtone qui entretienne ce langage. Le maire de la ville de Bafoussam pourrait être un natif de Tchang, de Bouddha, de Bagante. Ou de Fumban. Ou de Fumban, etc. Donc, avant, ce n'était pas possible. Est-ce que ce n'est pas contraire au vivre ensemble? Non. Parce que si on dit vivre ensemble, cela suppose qu'on doit s'accepter partout. Monsieur Obama, je crois que la loi est l'expression écrite de la volonté d'un peuple. Et la loi vient pour corriger parfois certains errements. La loi est d'expression générale, mais elle vient pour corriger quelques dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que envahi par qui? Par les allogènes. C'est-à-dire par ceux qui sont autochtones chez eux et qui sont venus ici, là où ils sont allogènes, mais prendre toutes les places. Et donc ce discours qui montre que les gens sont venus nombreux envahir, entre guillemets, c'est-à-dire prendre plus de place, tant et si bien que les allogènes se sentent à l'étroit chez eux et n'ont plus le pouvoir de décision. C'est quand même leur terre. Et je pense que la réciproque n'a pas jusqu'ici été prouvé que des gens pouvaient être maires, par exemple à l'ouest, puisque l'ouest est un peu au centre de cette contestation, de cette polémique. C'est les gens de l'ouest qui disent que non, on veut nous empêcher d'être maire à Douala, maire à Bafoussam, maire à Garoua, maire à... Et moi j'ai envie de leur dire, et chez vous là, est-ce que vous acceptez aussi, il faut accepter qu'un bêtis soit maire? Montre-nous déjà où il y a un bêtis qui est maire là-bas. Donc, mais est-ce que ça influence notre vivre ensemble? Je crois que ça doit consolider plutôt notre vivre ensemble. Ce n'est que le maire qu'on a choisi, mais les conseillers sont là, qui peuvent être, n'est-ce pas, de toutes les régions. Pourquoi on veut simplement avoir cette place? Mais et puis dans tous les cas de figure, je pense que nous ne pouvons pas arriver dans un territoire qui n'était pas le nôtre. Nous sommes dans une république, j'entends bien. Mais nous sommes quand même allogènes quelque part, nous avons nos maisons quelque part. Quelqu'un a donné une expression imagée qui m'a beaucoup séduite et qui m'a beaucoup amusé. Il a dit, on est autochtone, là où on se fait enterrer. Et ce n'est pas là où vous avez la boutique. D'accord. Ça, c'est une expression imagée, je suis d'accord avec très polémique. Au-delà de cette image-là, quand on prend une ville comme Douala, qui est aujourd'hui constituée, si on en croit les chiffres, en majorité de ressortissants de l'Ouest, c'est eux qui ont plus de boutiques, c'est eux qui payent plus les impôts. C'est justement ça. Pourquoi ce ne serait pas logique que le maire des villes de Douala soit quelqu'un de l'Ouest? Nous sommes en train d'évoluer vers une situation où il n'y aura plus les autochtones et les allogènes. Et je pense. Vous pensez? Oui, d'ici à 100 ans. D'ici à 100 ans. Mais là, on fait. D'ici à 100 ans. Si c'est le cas, il y a donc une reculade. Parce non, que non, il n'y a pas. Si on veut évoluer, on ne mettrait pas ce verrou. Mais il existait déjà. De quel verrou on a élargi plutôt le verrou. S'il existait, M. le ministre, est-ce que ce verrou-là, s'il existait, il est bon? Est-ce qu'il n'est pas démocraticide ou alors contraire à ce que vous souhaitez avoir dans 100 ans? La loi des minorités, le problème est que dans un pays, on ne peut pas faire comme si les minorités n'ont pas voix au chapitre. Et il faut que la loi, pour créer l'harmonie dans une mosaïque, puisse permettre à cette minorité de s'exprimer. C'est vous, j'entends bien que c'est les autres qui font de l'argent, qui ont les boutiques, qui payent les impôts, et pourquoi c'est l'autre qui va gouverner? Je dis qu'il ne fait que présider le conseil. Il ne décide pas seul. Au conseil, vous y êtes. Tous les autres y sont. Et puis, il ne faut pas faire comme si c'était une affaire de métier, de pouvoir, de fonction, d'argent. Parce que vous êtes là, je crois
qu'on a plutôt élargi. Nous sommes en train de progresser vers la disparition des allogènes et des autochtones. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus de ça dans 100 ans. On a progressé. Hier, comme je vous l'ai dit, au risque de me répéter, c'était un ressortissant de la ville. Aujourd'hui, c'est un ressortissant de la région. Ce n'est pas une progression. Prochainement, ce sera un ressortissant du Cameroun tout entier qui sera là. Mais on va par étapes. Il faut apprendre une chose que j'ai apprise moi-même dans, n'est-ce pas, les sphères de l'État. C'est qu'on ne construit pas un État en un seul jour. C'est progressivement. On tente une loi. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on retente une autre. On corrige, mais dans tous les cas, on avance. Comme un bébé qui naît, qui grandit. Il marche, n'est-ce pas, il tombe, il se relève, il marche, il tombe, il se relève, il marche. Ainsi en est-il de la constitution de nos États. Les gens font du bruit là-bas pour rien. Les maires des arrondissements restent. Vous voulez que dans une ville comme Douala, M. Obama, le maire d'arrondissement de tous les 5 arrondissements ou 6 arrondissements soit des halogènes et le maire de la ville halogène. Vous voyez donc, vous créez une frustration vis-à-vis des minorités. Et je dois dire aussi terre à terre que arrêtons et refrénons une certaine gourmandise. Lorsque vous arrivez comme chez les gens qui vous ont dit asseyez-vous ici, poussez-vous, asseyez-vous ici, donnez-vous, vous ne voulez pas les chasser, vous ne voulez pas prendre tout quand même, non? Il faut qu'on arrête un peu avec une gourmandise qui m'apparaît un peu exagérée. Est-ce que certains estiment d'ailleurs que le verrou, comme vous le dites, a été... Je vous le dis et je le répète, il n'y a pas de problème bamileke. Mais il y a un problème d'une minorité d'anarchistes qui existe dans tous les pays. Mais au Cameroun, cette minorité d'anarchistes existe également dans le On va encore dire que je déteste mes frères bamileke. Non, je ne les déteste pas. Je suis simplement du royaume Bafou, où nous n'étions pas dans la contestation. Nous n'étions pas dans le maquis. Mais d'autres ont été dans le maquis. Et tout le monde dans le pays bamileke n'était pas des maquisards. C'est comme qui ont suivi et tout cela. Donc, il n'y a pas un problème spécifiquement bamileke. Mais je pourrais dire qu'il y a un problème Grassfield. Parce que quand vous dites Grassfield, ça englobe la région du nord-ouest aussi. Ouais. Vous allez voir que, moi j'ai pris chez nous on est des polys Grassfield qui met un peu à mal notre vivre ensemble. Et qui est le premier? Parce que quand on regarde, Monsieur Obama, ne me faites pas dire les choses que tout le monde voit. Qui sont ceux qui brûlent nos drapeaux? Qui sont ceux qui déchirent qui sont ceux qui attaquent nos ambassades? Vous allez voir que parfois, ce sont les ressorts. Il y a beaucoup de bamileke comme moi qui aiment leur vert au jaune. Il y a beaucoup de bamileke comme moi qui aiment le Cameroun et qui sont prêts à les défendre. Nous avons à l'ouest procréé des monstres. Nous, nos enfants que nous avons procréés, il y a parmi eux des monstres. Et ce sont ces monstres-là
qui brûle les drapeaux et qui incendie, qui saccage nos ambassades. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème bamileke. Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité des gens de chez moi, des gens de l'Ouest, qui saccagent les ambassades, qu'on va englober tous les Bamileke. Donc, tous les Bamileke ne sont pas comme ça. La preuve, je suis la preuve vivante que le Bamileke peut vivre avec tout le monde. Ici, à Yaoundé, chez moi, là-bas où j'habite, tous les voisins viennent me rendre visite. Et vous avez peut-être vu, quand j'ai été nommé, le jour que j'ai été installé dans ma résidence, tout le voisinage est venu faire la fête là-bas, en chantant en Betty. Moi, j'ai même retenu la chanson. J'ai même, bon, enfin, je ne peux pas répéter, parce que je risque de mal parler mon petit Betty embryonnaire, que j'apprends encore. Donc, bref, tous les gens, toutes les femmes là sont venues. On a passé la soirée à manger, à boire. Et l'autre jour, encore le 1er janvier, ils étaient tous à la maison. Tout le voisinage, on est resté à la maison jusqu'à 23 h, on a bu, on a chanté, et puis ils sont partis. Donc, vraiment, je trouve que je les appelle les caverneux, c'est-à-dire les gens des cavernes. C'est des primitifs qui peuvent faire ça. La caverne, les gens de caverne, non. La caverne platonicienne. Oui, vraiment, parce que c'est trop primitif qu'au XXIe siècle, on voit des gens qui ont, n'est-ce pas, qui ont un repli identitaire, n'est-ce pas, qu'il faut condamner et fustiger. Et moi, je suis le premier à fustiger. D'accord. On va peut-être prendre rapidement une respiration à la régie, et derrière nous parlerons des élections à venir. On reviendra peut-être sur le discours du chef de l'État camerounais, Paul Biya, à la nation il y a quelques jours seulement. Juste une respiration. Nous sommes toujours en direct sur Vision 4 Télévision. Nous recevons ce soir Maître Jean de Dieu Moumo, président du PADEC, c'est un parti politique au Cameroun. Il est ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Monsieur le ministre, est-ce que le PADEC va aux élections, si on s'en tient? Bon, ça c'est encore une autre histoire. Je vous ai dit que le PADEC avait pour mission, dans son soutien au chef de l'État Paul Biya, qu'il a accompagné, et d'accompagner effectivement et d'implémenter sa politique sur le terrain. Nous voulons l'accompagner et implémenter sa politique que nous estimons juste pour le Cameroun. Donc de ce point de vue, nous avons fait des listes électorales pour contrer ceux des partis qui avaient un discours haineux et qui divisaient le Cameroun, qui divisaient les populations. Parce que nous, voyez-vous, nous avons deux visions de la politique. Moi, j'estime avoir une vision républicaine. Et d'autres ont une vision qu'ils qualifient de révolutionnaire. Va-t-en-guerre, boycott, violence, je ne sais pas tout ça. Haine, injure et tout ça. Donc, moi qui suis un républicain, je ne me reconnais pas dans cela. Et je leur ai dit, à force de faire cela, vous êtes en train de mettre en danger ceux pour lesquels vous pensez agir, notamment les peuples bamileke et les gens de l'Ouest. Vous croyez que vous les représentez, mais vous ne les représentez pas. Parce que le discours qu'ils tiennent est celui-ci, qu'un type du Nord aurait dit qu'un bamileke ne peut pas être président de la République. Et qu'un autre type du Sud aurait dit également qu'un bamileke ne peut pas être président de la République. On raconte ça. Et on se fâche. Pourquoi il a même dit ça? Pourquoi il a même dit ça? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez donc fait
pour que du nord au sud, les gens vous craignent au point de ne pas vouloir que vous accédez à la présidence de la République. Monsieur le ministre, on parlera de Maurice Kamto. Je ne parle pas de Maurice Kamto. Pourquoi je parle d'une philosophie. C'est compris. Est-ce que le PADEC ira aux élections? D'une mauvaise philosophie qui a fait en sorte que nous allions aux élections. Ah, vous y allez aux élections? Nous sommes allés à combien de circonscriptions? Nous avons mis les gens où ce parti divisionniste avait également des ambitions politiques. Notre objectif, c'était de contrer donc ce parti-là, afin qu'il n'accède pas, n'est-ce pas, au Parlement pour distiller le mauvais discours. Donc nous avons investi les populations dans la Menoie, à Tchan, oui. Pour les législatives. Donc ça fait 5 sièges dans la Menoie. Pour les municipales, nous avons partagé en 2. Parce que comme nous sommes avec le RDPC alliés là-bas, le RDPC, nous pensions que c'était des alliés, mais j'apprends beaucoup de choses. Je reviendrai là-dessus, je reviendrai là-dessus. On va passer à... Je reviendrai là-dessus, Vous pensiez que c'était des alliés? Je reviendrai là-dessus, monsieur Obama. Laissez-moi terminer. Donc, nous avons investi à la mairie de Fongo Tongon, à la mairie de Tchan, parce qu'il y a plein d'étudiants, nous les accompagnons beaucoup là, et à la mairie de Koni, mon village. Nous avons donc laissé à nos partenaires, entre guillemets, n'est-ce pas, le Penka Michel, le Fokwe, le Sanchou, etc. Vous êtes candidat vous-même? Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas personnellement candidat. Vous préférez rester au gouvernement? Je suis bien au gouvernement. Quand je ne serai pas là, j'aviserai. Y a-t-il eu un problème avec le RDPC? Non, disons que j'ai beaucoup de peine dans la Menoie avec des gens sur lesquels je voulais compter pour aider le peuple de la Menoie. Le RDPC? Les gens qui se réclament de RDPC. Votre alliance, c'est avec le président Biya ou c'est avec le RDPC? Notre alliance est avec le président Paul Biya. C'est donc normal que le RDPC ne vous reconnaisse pas. Oui, j'ai trouvé normal, puisque nous n'avons rien signé, eux et moi. Je n'ai pas signé d'accord avec le RDPC. Pourquoi vous n'avez pas sollicité par écrit, par exemple, que cela se fasse nous avons écrit. Vous souhaitez que le RDPC, c'est le président du RDPC, que le RDPC vous soutienne dans la Ménois, dans votre village et un peu partout, là où vous étiez candidat. D'abord, le chef de l'État ne l'aurait pas fait, parce que le chef de l'État est un arbitre neutre. Il ne soutiendra jamais un parti, même pas le RDPC contre les autres, contrairement à ce que les gens pensent. Moi, naïvement, je pensais que comme je suis son allié, il va me donner l'argent pour aller en campagne ou bien pour faire investir les gens. Vous parlez du RDPC? Oui, non, je parle du président de la République. Oui. Je pensais naïvement que comme je le soutiens, il va me soutenir en me donnant de l'argent pour... Il ne l'a pas fait? Non, il ne l'a pas fait. Vous avez quand même fait la demande? Oui, il m'a dit que non, je suis un neutre, je suis un arbitre neutre. Allez vous battre. Okay. Allez vous battre. Mais donc sur le terrain, je rencontre quoi? Que des gens qui... C'est pour ça qu'elle dit que je n'ai pas d'alliance avec eux. Parce que moi, je voulais bien avoir... J'ai écrit au secrétaire général du RDPC pour dire que nous allons nous soutenir ensemble. Je lui ai écrit pour dire, écoutez, en réalité, nous avons le même combat. Le combat, c'est contre la montée d'un ethnofascisme qui met à mal notre vivre ensemble. Donc, de ce point de vue, ça salit et ça ternit non seulement l'image de notre pays, mais ça freine et handicape la politique du chef de l'État. Donc de ce point de vue, nous pouvons nous mettre d'accord pour combattre cette idéologie qui a pris pied chez nous, dans notre territoire. Voulez-vous que je vous dise que, ce que j'ai dit au secrétaire général du RDPC, en la présidentielle, le MRC a gagné le RDPC par 19 000 voix contre 6 000. Je dis, il y a 13 000 voix de différence. Donc, cette idéologie s'est implantée dans, n'est-ce pas, mon lieu de naissance. Et moi, étant un ministre de la Menoie, moi, je voudrais éradiquer cette idéologie qui nous recule. Et je leur ai dit, souvenez-vous du passé. Le chef de l'État vous a toujours aidé.
Alors que si vous regardez, si on retourne dans le passé, on va voir que Tchang était le chef de région de l'Ouest. Et qu'à cause de notre opposition dans les années 60, sous le régime d'Aïdjo, Tchang a perdu la capitale régionale au profit de Bafoussam, qui était un bled à l'époque, mais qui s'est étendu aujourd'hui. Si Tchang était resté la capitale régionale, la ville de Tchang s'étendrait jusqu'à Penka-Michel, elle s'étendrait jusqu'à Sanchou, elle s'étendrait jusqu'à Fongo-Togo. La ville de Tchang serait beaucoup plus grande que ça, que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous avons gagné dans cette opposition radicale où nous avons pris les armes contre le régime d'Aïdjo dans le temps, en disant que c'est Moumié que nous voulons. Nous avons perdu. Et il faut rappeler qu'à Belkingue, un des chefs des maquisards était de Fokwe, de chez moi, là-bas, de Fokwe, dans la Menoire. Donc je leur ai dit, malgré cela, nous avons perdu la capitale régionale, mais le chef de l'État, Paul Biya, il a fait en sorte que nous ayons une université. Supposons que l'université de Tchang soit à Bafoussam. Nous aurons encore quoi ici? Nous n'aurons plus rien. Parce que l'université de Tchang, c'est la plus grande université du Cameroun. C'est 30 000 étudiants. C'est des gens qui vont, n'est-ce pas, dépenser leur argent ici, qui vont louer leur maison, qui font tourner l'économie de la ville, qui vous font vivre. Quand vous allez faire votre plantation, chercher la récolte, vous leur vendez, ils ont les parents, etc. Donc, vous avez trahi le chef de l'État qui vous a nourri. Comment vous pouvez mordre la main qui vous nourrit? J'ai dit que tout le monde pouvait être dans l'opposition, sauf la Benoît. Parce que vous aviez ce que les autres convoitaient. Et vous avez fait en sorte de perdre tout ce que... de perdre et d'être au même pied que les autres. Et c'est les autres qui en ont profité. J'ai dit, malgré cela, la route de la plaine des Beaux, que nous avons créé et souffert à la falaise de la plaine des Beaux, là-bas vers Sanchou. Nous avons souffert tout le temps. Qui est venu construire cette route? C'est le président Paul Biya. Il a construit. Mais est-ce que nous l'avons encore trahi? Quand le RDF est venu, vous êtes tous partis entrer derrière le RDF pour trahir le chef de l'État qui vous a maintenu, donné l'université, qui vous a construit la route, et à chaque fois vous le trahissez. 2018 arrive, quelqu'un vient de l'autre côté et vous dit, c'est lui le nouveau, je ne sais pas moi quoi, vous partez également derrière lui. Qu'est-ce que vous allez perdre? Est-ce que vous vous imaginez que nous sommes toujours en train de perdre? Qu'est-ce que nous avons gagné? Si le président de la République, Paul Biya, n'était pas un homme extraordinaire, n'était pas un homme déifié, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas choqué par les trahisons, qui, malgré les trahisons, continue, malgré tout, de nous donner. La preuve, moi, je suis ministre. Vous avez récemment bénéficié de la faculté de médecine. Elle aurait même pu aller à Bafang, elle aurait pu aller ailleurs. Mais on a dit faculté de médecine de l'université de Tchang à Tchang. Et vous n'êtes toujours pas content. Les autres ne l'ont pas. L'université de Tchang est la seule université du Cameroun qui n'est pas au chef-lieu d'une région. Et vous n'êtes pas content. Tout le monde peut être dans l'opposition, sauf Tchang, sauf la Menoire. Mais ils y sont. Et ils ont voté à 19 000 voix pour Maurice Kamto contre 6 000 voix pour le président de la République. Ce n'est pas une trahison, ça? Quand vous êtes comme moi et quand vous avez vécu dans cette trahison, quand vous avez été avec eux, parce que moi je dis que j'ai été avec vous, je reviens de là où vous êtes. Je reviens de là, je sais qu'il n'y a rien à gagner dans cette opposition-là. Il faut soutenir le chef de l'État parce que le chef de l'État a démontré qu'il est un patriote. Et construire notre pays. D'accord. Alors, donc, vous me permettrez d'avoir été un peu... C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Est-ce que la loi... L'une des lois qui est promulguée récemment par le chef de l'État, c'est celle relative au tribalisme, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que la loi sur le tribalisme peut, du moins, diminuer le repli identitaire, atténuer le repli identitaire? La loi doit s'accompagner de la répression.
Mais le repli identitaire, c'est une question d'éducation. Je vous ai dit que nous avons procréé des monstres. Nous devons être capables de... Il est enseigné dans les foyers. On est avec. On croit, on grandit avec. Tout est question du milieu. Et donc, on ne voit pas tout ce qu'on a dans le plat. On veut voir plutôt ce qu'on n'a pas. Jamais on ne veut voir que est-ce que l'autre a la même chose. Moi, j'ai est-ce que vous êtes allé là-bas? Est-ce que vous êtes allé à l'Est? Allez un peu à Yokadouma et venez, on en parle. Allez-y. Allez. Regardez un peu dans le nord, quelque part, à Kousseri, là-bas dans les villages. Venez et on en parle. Bon, vous avez des gens qui grandissent dans un coin. Ils ont pratiquement tout ce que les autres n'ont pas. La politique de l'équilibre régional, ce n'est pas simplement dans les concours, c'est également un développement équilibré. On essaie d'équilibrer. C'est ce que le chef de l'État fait pour qu'on n'abandonne pas un côté. Vous voulez que même la maman qui a 5 enfants, on lui passe un bonsoir. Monsieur le ministre, on va sortir par le discours du chef de l'État qui est largement revenu sur les mesures prises pour résoudre la crise anglophone. Et parmi ces mesures, il y a eu le grand dialogue annoncé le 10 septembre. Il a eu lieu vers la fin de ce mois-là. Et les premières mesures d'implémentation de ce grand dialogue, c'est le statut spécial accordé à la partie anglophone. Sinon, on va développer le pays et eux, ils vont continuer à s'abaisser. Il faut les remonter. Donc, le statut spécial, effectivement, vise à atteindre cet équilibre-là. Mais en même temps, à réparer, n'est-ce pas, une erreur historique qui voulait que... Une erreur. Une erreur, parce que, une erreur, vous savez, beaucoup plus que par le passé, et c'est inscrit dans la loi, à ce que le Cameroun
proclamés bilingues le deviennent effectivement. Mais ça nous profite, ça profite à tout le monde. Mes enfants sont bilingues. D'ailleurs, mes enfants vont à l'école anglophone, comme la plupart des enfants de francophones. Donc, au bout de 100 ans, ça va disparaître, tout ça. On sera... D'une actualité qui concerne votre ministère, il y a toujours un débat autour de l'opération Épervier. Doit-on, oui ou non, poursuivre cette opération, libérer ceux qui sont emprisonnés, et pourquoi pas faire une sorte de commission vérité, tolérer que des gens profitent, n'est-ce pas, de la place qui est la leur pour voler, pour détourner les biens publics. Mais le peuple là est même lui-même dangereux. Parce que moi, depuis que je suis ministre là, je vois des gens qui viennent me proposer de l'argent. Je lui dis pardon. Qui les gens viennent vous proposer de l'argent. Vous rendez service à quelqu'un et puis il commence à vous donner une enveloppe. Je dis attendez, attendez. D'abord, qui vous a envoyé vous venez me tenter là. Vous êtes venu pour me tenter. Peut-être qu'ils sont vos amis de Facebook. Non. Je ne me demande pas de libérer quelqu'un de prison contre argent ou bien d'intervenir auprès d'un juge. Mais même comme ça, je ne veux pas. D'accord. Je ne veux pas les cadeaux. Je veux pas. Parce que le cadeau est, comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est à vous, le cadeau est un poison. Est un poison. Parce que si vous le prenez. Je l'ai compris. Oui, mais quand même, je dois dire une chose. Est-ce que vous ne pensez pas que des gens ont dit arrêtez-les, opération Épervier, opération. Maintenant que le chef de l'État a accepté ce que le peuple a dit, a engagé l'opération Épervier, les mêmes personnes disent non, on ne veut plus de l'opération. Les libérez-les, prenez l'argent et libérez-les. Donc le peuple est ici, ondoyant et divers. D'accord. Et il n'est jamais satisfait. Monsieur le ministre, il nous reste très peu de temps. On a trouvé qu'il était peut-être utile de revenir sur... Vous disiez tout à l'heure que vous êtes victime de haine, des insultes et de tout ce que cela comporte sur la toile, à travers les réseaux sociaux. On a pu avoir une sortie de vous sur la toile. Je ne sais pas si c'est Briaco peut l'envoyer à l'antenne directement. C'est vous écriviez sur Valsero. Pendant ce temps, ex-Maléa se produit à l'Olympia à Paris, roule sur l'or et toi tu sors de prison actuellement, vivant peut-être au crochet de ta femme. Quel papa rêve d'un tel destin pour son fils, un talent artistique mort-né à cause des chimères. Là où tu es, est-ce que tu perds victoire et dors? Tais-toi Valsero, on ne parle qu'en présence de ton avocat, cela vaut mieux pour toi. C'est dur, non, monsieur le ministre? Non, c'est pas le ministre qui parlait là-bas. Vraiment, il faut faire la part des choses. C'est Fonzan Kuntompu. C'est Fonzan Kuntompu, c'est-à-dire... Sur la toile, on dit que c'est vous. Non, c'est Fonzan Kuntompu qui l'a dit, mais je le comprends. Valsero, c'est pas son nom. Donc, les réseaux sociaux ont des personnages comme ça, hein, qui sont nés avec des noms bizarres là.
Chacun prend son nom qu'il veut dans les réseaux sociaux. Et c'est ça que c'est l'expression de la démocratie populaire, on va dire. C'est là où donc la page de chacun est comme chacun est devenu journaliste. D'accord. Vous pouvez faire votre vidéo, on vous suit, vous pouvez faire vos publications, on vient liker, on vient commenter. C'est un débat public, c'est le lieu effectivement de la démocratie. Est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Valsero, je lui ai dit lui-même en direct ce que j'ai dit là. Il m'a dit que je lui ai donné un coup en dessous de la ceinture. Si on suit un plateau de télévision, je lui ai dit ça. Oui, c'est vrai. Il peut penser que c'est un coup en dessous. Je suis en train de lui dire qu'il ne faut pas que les réseaux sociaux fabriquent des héros qui sont des héros en réalité et qui font croire qu'ils sont des héros. Et le peuple, certains jeunes vont suivre ce genre de héros qui sont des héros et ils vont perdre leur vie. D'accord. Il nous reste, c'est pratique, c'est fini, hein, mais on va rapidement faire deux, trois tours avec rapidement quelques questions. D'abord, est-ce qu'il y a des personnes qui vous marquent depuis que vous êtes au gouvernement? Du moins, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Deux ou trois noms. Le ministre directeur du cabinet civil, quelle image vous avez de lui? Je l'appelle aussi patron, lui, là. Il n'aime pas. Il y a des gens comme ça que j'aime beaucoup et que je respecte. Parce que j'ai remarqué quelqu'un, je ne sais pas s'il se fâche aussi. Le ministre, oui, Ayolo, oui, il est toujours souriant et il vous accueille chaleureusement. Je le dérange même jusqu'à chez lui, hein, à domicile. Franchement, je dis, c'est quelqu'un de tellement accueillant, moi je sais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et je lui ai dit, mon frère, si vous êtes aux affaires là depuis plus longtemps que moi, si vous voyez que moi je commets des erreurs, il faut me dire. Donc ils sont nombreux comme ça qui, n'est-ce pas, peuvent me dire. J'ai des amis comme ça qui sont vraiment, qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup marqué. D'autres membres du gouvernement peut-être? Il y a d'autres membres, mon patron d'ailleurs, mon patron. Ça on le sait déjà, on en a suffisamment parlé. Il y a d'autres qui, ben, je ne peux pas le citer. Si je les cite, je risque d'oublier d'autres. Il y a les dames, il y a les hommes, il y a mes amis, vraiment, les Donsoumé par exemple, le ministre Donsoumé, ce sont des gens, le ministre, je ne sais pas moi, le ministre de la Défense, par exemple, Betty Assomo, qui est mon ami depuis Douala, les gens que j'ai connus ici, le ministre Acharose, par exemple, le ministre Paul Tasson, je veux dire, et puis Njoya, mon ami, en fait, c'est une famille, c'est une... Basileken, je vais oublier certainement. Je ne veux pas prononcer le nom de Grégoire Ona, je ne veux pas prononcer le nom de Bello Bouba. Donc vous voulez me mettre en porte-à-faux avec mes amis. Ils sont trop nombreux, ils sont tous mes amis. Lors de votre dernier passage, monsieur le ministre, vous nous rappeliez que vous étiez un excellent danseur. Est-ce que vous dansez encore depuis que vous êtes ministre? Non, je n'ai pas eu l'occasion. Ah oui, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion au mariage du fils de Joseph Anderson Lee. Oui. Vous avez dansé? J'ai dansé là-bas et quelqu'un a même volé l'image et il l'a jeté dans la toile. Et maintenant, vous allez voir comment les gens sont méchants. Ils ont trafiqué cette vidéo, ils ont même retiré le son, ils ont avancé ils ont fait un montage. Ils ont fait un montage qui me ridiculise. Mais apparemment, je vais beaucoup assister à ça pendant la campagne, même comme je ne suis pas candidat. Et les gens ont emmagasiné toutes mes vidéos et tous mes écrits passés où je fustigeais le gouvernement et qu'ils vont utiliser pour me dénigrer pendant la campagne qui arrive. Donc j'attends. Je les vois là, ils mettent ça de temps en temps dans les réseaux sociaux. On va. Et, et ce sont mes frères, mes propres frères, pour lesquels je travaille. Merci. Au revoir. Voilà. Monsieur le ministre, peut-être avez-vous eu le temps de remercier le chef de l'État? Est-ce qu'on vous accorde 2 minutes pour parler au président de Biya? Je voudrais d'abord remercier son épouse, Madame Chantal Biya. C'est une femme de cœur. Et j'ai personnellement très mal quand j'entends quelqu'un lui manquer de courtoisie, de respect. Quand on est loin, on ne la connaît pas. C'est une femme qui a le cœur sur la main et qui aide beaucoup. Le CERAC,
c'est parce que ma femme est membre du CERA que j'ai compris comment ça fonctionne. Et tout le déploiement, toute la générosité dont elle fait montre. Parce qu'elle part demander de l'argent, des biens ailleurs pour venir nous donner. Les gens pensent que c'est l'argent de l'État. Moi-même, je contribue. Modestement, vraiment c'est petit, mais si j'avais un peu, je pourrais contribuer même plus que ça. Parce que j'ai accompagné mon épouse dans le cadre du CERA, donner des cadeaux. On était à Galim dernièrement, on a vu. Donc, je salue le chef de l'État, je salue Madame Chantal Biya, je lui souhaite bonne santé, maman, Chantal Biya, bonne santé. Au président, vraiment, j'aurais besoin de plus de 10 ans pour dire merci. Une minute pour lui dire merci, ce serait insuffisant. Et même, merci est toujours insuffisant pour lui dire merci. D'accord. On vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment, Monsieur le ministre. Oui, merci. Vous m'avez donné l'occasion de refaire le monde, de revoir le passé et de remercier le bon Dieu ainsi que ma famille qui me soutient, n'est-ce pas, qui me soutient et qui n'est-ce pas, la place où je suis. Mais quand même, j'aimerais aussi remercier mes détracteurs, les gens qui m'ont insulté et injurié là. Ils m'ont fait beaucoup de bien. Je puis vous assurer, M. Obama, que ça fait mal de recevoir des injures. La piqûre de certaines injures vous touche pendant longtemps, mais je dois les remercier parce que ça permet de durcir le cœur et de servir. C'est-à-dire de ne pas avoir la rancœur, de servir le type qui t'insulte. Parce que tu es là pour le servir précisément. Et c'est là où l'expression de Jésus-Christ, pardonne-leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Cette expression prend toute sa valeur. Et c'est avec elle qu'on va clore ce débat, ou du moins cette émission. On rappelle, avant de mettre complètement un terme à l'émission, qu'il y a un fake news qui circule sur les réseaux sociaux parlant d'une co-organisation de la CAN Gabon-Cameroun. Il n'en est rien après vérification auprès des sources officielles. On va dire merci au ministre d'avoir été avec nous. On espère vous avoir très prochainement sur nos antennes. Merci à toute l'équipe de production réunie autour de Sebri Akoun et tout ce qui l'accompagne. Le programme a été supervisé par Jean-Pierre Amougou Belinga, le président directeur général du groupe Anecdote. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. Retrouvons-nous dimanche à 11h dans le cadre de l'émission Dimanche Club d'élite. Bien le bonsoir.